Quand t'as peur, tu t'isoles, tu souffres, tu vis à moitié ta vie, tu te sens seul. Alors balance ta peur, ta vulnérabilité et ta force. Pour ce 5e épisode de la saison 2, je reçois Marie Robert, philosophe, auteure et enseignante. Ensemble, on s'est posé la question de la place de la philosophie pour comprendre nos peurs du quotidien. On a aussi réfléchi à la place des mythes, des rituels et de l'amour comme possible remède face à la peur de la mort. Ce qui m'interpelle et ce qui est hyper intéressant, c'est que en venant ici, justement, je me posais la question de est-ce que la peur est une notion en philo ? Moi, j'ai toujours tendance à raisonner, mais c'est normal, c'est mon métier, en prof de philo et en construction d'autour des notions, comment on rapproche des auteurs, comment on constitue un corpus. Et je me disais, mais en fait, c'est dingue, parce qu'en philo, il n'y a jamais, et tu le vois non seulement au bac, mais même par la suite, le thème de la peur. Il y a le désir, la liberté, l'autorité, mais il n'y a jamais le thème de la peur en tant que tel. Et c'est marrant parce que par contre, tu retrouves des objets de la peur. Mais la peur n'est pas thématisée en tant que réflexion philosophique. Comme s'il fallait toujours passer par une incarnation. Donc ce qui peut faire peur, évidemment, ça va être la mort chez Heidegger, qui peut générer effectivement l'angoisse, le Dasein, etc. La liberté de choix peut faire peur. Mais la peur en elle-même est assez peu traitée en philosophie. Et une des raisons, sans doute, alors il y en a peut-être plein, il faudrait y réfléchir, mais il y a sans doute une des raisons qui est que la description de la peur va passer par l'émotion, va en tout cas passer par un vocabulaire qui est de l'ordre des émotions, de la perception. Et que quand même, quoi qu'on en dise, alors il ne faudrait pas faire une caricature de la philo, mais ça fait toujours un peu peur, le registre émotionnel en philo. D'accord. C'est assez intéressant de voir qu'il y a comme on est justement dans une pensée de l'analyse, du collectif, d'une certaine forme de mise à distance, parce que c'est ça aussi la philosophie, c'est d'ailleurs moi ce qui m'intéresse, mais ce qui parfois peut être problématique, c'est ce pas de côté permanent. Du coup, forcément, ce pas de côté, il est parfois vidé des émotions. Et d'ailleurs, encore plus dans la philo occidentale, où on va parler de la raison, et donc la raison devrait implicitement maîtriser la peur. Donc même pas en parler, puisque de toute façon, elle est en maîtrise. Et du coup, ça veut dire que dans la philosophie, on ne traite pas de l'émotion. Alors, justement, c'est pour ça que je voulais pas forcément caricaturer, parce qu'il y a des philosophes comme Merleau-Ponty qui vont justement passer par la perception et par les émotions. Mais quand même, dans toute une tradition, on voit que l'émotion, c'est ce qu'il faut mettre à distance pour avoir la paix du corps, la paix de l'esprit. Ça va être aussi bien chez Épicure, cette idée que l'émotion est quand même problématique parce que justement, elle vient mettre du mouvement en toi et elle vient parfois altérer tes jugements. Donc, tout au long de l'histoire de la philosophie, il y a toujours ce « ouh, attention », ça va être les passions chez Descartes. Voilà, il y a chez Kant, il va y avoir un véritable appel à la raison et la passion qui, au contraire, t'attire et te fait prendre des décisions que tu ne prendrais pas. Donc, il y a toujours, et c'est d'ailleurs quelque chose qui moi-même, dans mes études, m'a posé problème, parce qu'en étant quand même très, très, très émotive, j'avais toujours l'impression d'aller vers un interdit, en fait. Alors même qu'au contraire, je suis absolument convaincue que non seulement la philosophie permet de donner de la nuance aux émotions, c'est-à-dire de les identifier, mais en plus, je crois qu'il y a la place des émotions dans la réflexion, parce que cette espèce de dichotomie entre raison d'un côté, émotion de l'autre, et aujourd'hui, on le sait bien, elle est complètement, elle est absurde et elle est assez creuse en fait. Parce que de quoi se construit la raison se construit aussi à travers nos émotions et ainsi de suite en fait. Il y a un dialogue permanent. Donc séparer les deux, c'est en fait plutôt stérile. Même quand j'avais utilisé ça un jour comme exemple, en parlant, je l'avais mis dans un cas de figure où je parlais d'une histoire d'amour, dit qu'il faut se détacher de la passion amoureuse, puisque de toute façon, elle ne t'apporte au contraire que quelque chose de négatif, puisqu'elle t'embarque et prend des décisions qui vont presque devenir immorales, parce que justement, par amour, tu vas aller au-delà de ta morale. Au fond, rester dans cette espèce de protection de la raison, c'est une manière, sans doute, d'avoir peur de ses émotions. Penser que la raison est souveraine et penser que la raison fait tout, non seulement c'est très déstabilisant, parce que
quand on n'arrive pas en fait à la mobiliser. Et ça nous arrive à tous. Il y a des moments dans notre vie où on se dit mais en fait j'arrive pas là, à mobiliser ma raison. Non, je suis juste envahie. Donc c'est très culpabilisant parce qu'on se dit mais alors qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est parce que ma raison n'est pas suffisamment forte pour que je puisse retrouver cet alignement ? Donc c'est culpabilisant et en plus c'est un peu illusoire parce qu'au fond l'émotion est de toute façon un indicateur de la manière dont on va analyser les choses. Donc, à part alors, c'est pour ça que je disais pas caricaturer, il y a Merleau-Ponty, évidemment, dans la perception. Alors, on est plus dans la sensation que dans l'émotion. Mais il y a aussi, évidemment, chez Spinoza. Et je crois que si Spinoza devient aujourd'hui un philosophe si à la mode, si considéré, c'est pas pour l'éthique, qui est quand même un livre pas simple à lire, mais c'est parce qu'au fond, quand on tire un peu quand on essaye de tirer le fil de ce qu'il raconte dans l'éthique, c'est l'idée que l'émotion est un baromètre, en fait, une sorte de baromètre émotionnel. Et en fait, au même titre que quelqu'un qui a de la fièvre, on lui dirait pas « arrête d'avoir de la fièvre », quelqu'un qui a de l'émotion, c'est compliqué de lui dire arrête d'avoir des émotions. Et en fait, c'est aussi absurde de dire à quelqu'un ne pleure pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et pour Spinoza, vraiment, il y a cette idée que l'émotion nous permet de nous situer. Donc, elle n'est pas à fuir, parce qu'au contraire, elle est un indicateur génial de... Alors, c'est pas la terminologie Spinoza, mais on comprend l'idée. Est-ce qu'on est à la juste place ou non ? Donc, et là encore, cette idée de la juste place, elle est aussi une question philosophique, puisque l'idée, c'est qu'elle est d'arriver à se positionner. Et donc, au contraire, il faudrait un peu plus l'accueillir. Mais l'Occident, en tout cas en philosophie, a eu du mal avec cette notion-là. Et je me demandais du coup de quoi auraient peur les philosophes pour se poser toutes ces questions. C'est une bonne question. Alors moi, je serais tentée de répondre, évidemment, la mort. Pense que, honnêtement, on dit beaucoup que la philosophie, c'est apprendre à mourir. Parce que, en fait, on retrouve, d'ailleurs, quelle que soit la tradition de l'Antiquité jusqu'à la philosophie contemporaine, en arrière-plan, cette idée de la mort. En fait, comme si justement il y avait cet horizon et que tout dans la pensée, il y a toujours ce côté où mais à quoi sert la pensée si elle nous en fait si elle nous empêche pas de mourir. Voilà, exactement. En fait, c'est ça. C'est pas un mec qui disait je pense donc je suis. Non mais il y a quand même cette idée terrible de et en fait on retrouve à plein de moments différents des espèces de solutions pour apprendre à mourir. Donc, par exemple, effectivement, il y a chez Épicure, il y a cette idée, cette espèce de solution qu'il donne, qui parfois, je la trouve convaincante, pas tous les jours, mais en disant, mais finalement, on craint pas ne pas avoir été là avant la naissance. Eh ben, il n'y a pas à craindre après. Personne se dit, il y a une petite nuance, mais ouais. Voilà, évidemment, quand même. Et une des autres solutions qu'il propose, c'est de dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on craint dans la peur de mourir ? C'est la peur de souffrir. Or, la peur de mourir, c'est justement tout s'arrête. Donc, on ne va pas souffrir, donc il n'y a pas besoin de craindre la mort. Voilà. Problème donc, réglé. Équations. Merci, c'était un super épisode. Donc, et en fait, on retrouve beaucoup d'approches autour de comment apprendre à mourir. Ça va être Jankélévitch au XXe siècle, ça va être Heidegger avec le Dasein, de dire on est l'être là pour la mort, et en fait, la pensée de la mort donne une perspective à la vie. On a toute la perspective aussi baroque des vanités, d'apprendre à mourir, des memento mori, se rappeler qu'on va mourir pour être sûr d'être vraiment vivant. Il y a toujours cette omniprésence en fait d'une idée en fait d'une fin, mais peut-être que à travers l'idée d'une fin, il y a évidemment l'idée de la mort, mais il y a aussi l'idée du sens. C'est-à-dire qu'est-ce qui est effrayant si on reprend justement dans l'idée de mourir, c'est que qu'est-ce qu'on va faire avant ? Et c'est là où en fait il y a un lien entre cette quête de sens qui est au fond l'idée même de la philosophie. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Et en fait, la perspective de la mort donne effectivement une espèce de responsabilité sur trouver le sens de l'existence. Parce que sinon, à quoi bon être là ? En fait, c'est ça. Peut-être que la philosophie, alors elle ne serait pas thématisée comme telle, mais une lutte sur un à quoi bon. Il faut surtout Donc c'est un refus de l'absurde ?
quelque part? Alors, où il y a bien des philosophes qui ont traité l'absurde. Mais en fait, traiter l'absurde, c'est encore une manière de lui donner du sens. Bah, bien sûr, d'y donner du sens. Même chez Sartre, au fond, c'est une manière, dans tous ses personnages et dans tous ses écrits, c'est encore une fois, quelque part, une manière de l'infuser et de l'encadrer. En quoi la philosophie, pour toi, ça t'a aidé à peut-être surmonter tes peurs, les comprendre ou traverser des événements difficiles? Honnêtement, et je le dis beaucoup et sans cliché, ça m'a vraiment sauvé la vie. Parce qu'en fait, j'avais tous ces questionnements, beaucoup, justement, et c'est quelque chose qui me touche. Quand je disais, c'est les philosophes qui ont des angoisses autour de la mort, mais moi, j'enseigne et je crée des écoles, et souvent, je discute avec les enfants. Il y a un âge, vers 6-7 ans, où la question de la mort, elle est omniprésente. Donc c'est pas que les philosophes, c'est aussi une posture existentielle en fait. Quand tout d'un coup on prend conscience, et vers 6-7 ans, quand tout d'un coup on prend conscience que les gens qu'on aime autour de nous un jour vont mourir, que notre chat va mourir, qu'on est confronté à ça. Et moi c'était mon cas et c'était très présent, mais pas que la question de la mort d'ailleurs. Il y avait plein de questions autour du langage, autour des règles, autour de l'autorité, autour de... J'étais submergée en fait par mes questions et tout d'un coup je suis arrivée en terminale et là on m'a dit mais en fait toutes ces questions t'as le droit, c'est dans une discipline qui s'appelle la philosophie. Et en fait c'était donner un espace de réflexion. Et ce que je trouve toujours compliqué dans notre vie, dans la société, dans notre vie contemporaine, mais encore plus dans le système scolaire, c'est que même si on ne le présente pas de cette façon-là, on nous apprend à résoudre des exercices. On nous apprend à aller d'un point A à un point B. Ouais. Il y a une bonne manière de faire. Et même dans un système, moi j'enseigne en Montessori, il y a quand même une bonne manière de faire le plateau. Il y a une bonne manière d'apprendre sa leçon. Et puis tout d'un coup, dans notre vie, on sort du système scolaire et on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas une bonne manière de mener son couple, il n'y a pas un bon choix de vie, il n'y a pas une bonne manière de se réconcilier ou non avec les gens qui nous entourent. Donc tout d'un coup, c'est un paradoxe total. On nous a toujours appris à résoudre des exercices et tout d'un coup, ah ben non, c'est hyper compliqué, en fait, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de réponse, allez, salut. Ouais. Donc, ce que je trouvais essentiel, et ça c'est vraiment une bataille quotidienne, c'est de laisser ces espaces-là, en fait. De mettre, dès le plus jeune âge, des espaces de réflexion. Parce que si on ne s'habitue pas, en fait, à les avoir, c'est très difficile, par la suite, de composer avec. Alors aujourd'hui, de plus en plus, il y a une ouverture autour du développement personnel, qui nous permettent en fait de révéler tout ça. Le succès de ton podcast en est la preuve. Mais donc de plus en plus, on a des bulles et des cellules. Mais ça me semble quand même essentiel de le ramener, voilà, dès le plus jeune âge, pour que ce soit pas juste souvent. Et pareil, c'est pas une caricature, mais souvent c'est après un moment très compliqué de vie qu'on s'autorise à prendre ce recul, à penser, à réinterroger. Et si on n'attendait pas que la vie soit très compliquée, enfin en tout cas, si on n'attendait pas que la vie nous amène parfois même, nous conduise jusqu'à un traumatisme pour s'autoriser en fait ces espaces de réflexion, bah, peut-être qu'on conduirait nos choix un peu différemment. Et en tout cas, voilà, moi la philo, ça a été cet espace qui me permet de vraiment non seulement d'accueillir mes questionnements, mais aussi de surmonter mes angoisses en les nommant en fait, en essayant de les analyser, en essayant de les regarder. Ce qui m'intéresse dans la proposition philosophique, c'est que c'est des hypothèses, c'est-à-dire que il y a pas une méthode, il n'y a pas une manière de faire. On n'est pas en train d'apprendre, alors tu vas te lever à 5h du mat et tu vas faire tel exercice, ceci, cela. Non, il y a juste on a des notions universelles. Grosso modo, on a les mêmes problèmes depuis un peu plus de 3000 ans. Hein. Donc, une pérennité, il y a une universalité. Et on tente, chacun, d'aller trouver peut-être une manière de regarder, en fait. C'est juste un changement de regard. Donc un coup Aristote, un coup Spinoza, un coup nous, comment on vient alimenter. Et puis, voilà, c'est des tentatives. On s'est rencontrés en même temps avec Céline d'Artagnan, qui est chamane, et vous avez donc été en duo pour prendre la parole au Napoléon, qui était un événement auquel on a participé il y a quelques mois. Comment ça se fait que vous étiez côte à côte ? Nous-mêmes, au départ, on ne savait pas bien. Ouais. Non, en fait, ce que je trouvais intéressant,
Moi, j'avais été assez surprise parce qu'en fait, la première fois, on m'a dit bon bah voilà, vos deux paroles vont être confrontées parce que c'est deux manières de traiter en fait de l'invisible. Alors déjà, la proposition était un peu étrange parce que je me dis pas au quotidien que je traite l'invisible. C'est vrai que les pensées, on les voit pas a priori. Effectivement. Donc je me suis dit ouais, ok, c'est pas faux. En fait, je crois que il y a un besoin, quand je disais aujourd'hui de plus en plus, il y a une injonction au sens. Alors c'est pareil, c'est à la fois hyper intéressant, parce que ça veut dire qu'on est dans un questionnement existentiel. En même temps, c'est complètement vertigineux, parce que moi je rencontre plein de gens qui se disent le sens là, honnêtement, je sais pas. Et effectivement, il y a un côté, il va pas arriver en 3 secondes, tomber sur nous un matin, on se réveille, ça a du sens. Et du coup, il y a une ouverture vers des approches multiples. Et en fait, l'idée au Napoléon était de dire la philosophie est une approche pour justement cette quête de sens, le chamanisme en est une autre. Et Alexandre Kouchner, qui était notre modérateur, avait l'idée qu'en fait, la philosophie a une proposition de, comment dire, de remettre ce sens dans notre vie, ici et maintenant, alors que le chamanisme va remettre le sens dans un lien avec un au-delà, avec avec effectivement peut-être un invisible un peu plus visible que dans la philosophie. Mais en fait, ce que je trouvais intéressant, plutôt que les opposer, et je crois que c'est ce qui est ressorti justement de ce moment toutes les deux, plutôt que de les opposer et de dire la philo c'est un chemin, le chamanisme c'en est un autre, c'est en fait se rendre compte à quel point c'est lié. Et qu'on a souvent cette image d'une philo rationnelle, comme je le disais, parce que c'est une philo occidentale. Mais en fait, la philosophie, c'est une manière de vivre, au même titre que le chamanisme est une manière de vivre. Et autant le chamanisme n'est pas qu'un truc, je suis complètement perché et je vais mettre une peau de loup dans la forêt, autant la philo n'est pas uniquement je suis dans une bibliothèque et je dis des choses très sérieuses. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que le chamanisme est en fait aussi... et d'ailleurs, on en avait beaucoup parlé, une réflexion autour des neurosciences, de certaines fréquences qui nous font tomber dans une transe en fait cognitive. Et à l'inverse aussi, la philo, justement, peut être cette ouverture émotionnelle, peut être très ancrée dans le quotidien, peut être chez des jeunes enfants de 6 ans. Donc, en fait, ce que j'ai aimé dans cette rencontre entre nous deux, c'est de montrer que tout est philosophie, ou tout est chamanisme. Ouais, c'est ça. Je vais prendre l'aspect philo, mais en fait, tout est relié. À partir du moment où on a envie... Le point commun, en fait, c'est aussi à partir du moment où on décide de s'étonner, en fait. De se dire, attends, pourquoi les choses sont telles quelles ? Pourquoi elles fonctionnent de telle ou telle manière ? De s'étonner et d'avoir cette capacité à s'extraire, mais dans le bon sens du terme, pas du tout dans le « je mets à distance mes émotions, je suis froid », mais au contraire, s'extraire un tout petit peu des choses automatiques, en fait, des habitudes, d'un quotidien un peu chronophage, j'ai rendez-vous à telle heure, ok, tout ça, et qu'on décide, en fait, de se mettre dans une bulle. Alors, ça peut être en plein milieu d'une forêt, en Sibérie, comme, en fait, ça peut être juste dans son studio, et de se dire, qu'est-ce qui m'arrive ? Et c'est là où il y a un lien très fort entre les deux, et qui est super intéressant. Il y a, on en parlait juste avant d'enregistrer, le super coronavirus, les Césars, tout ça, enfin, le droit des femmes. Bon, il y a plein de sujets, évidemment, mais aujourd'hui, pour toi, vraiment aujourd'hui, c'est quoi les grands enjeux, ou en tout cas les questions vers lesquelles tu as envie d'aller, ou en tout cas, quelles questions tu as envie de poser justement aujourd'hui à notre génération, parce qu'on a une génération particulière aussi. On n'est pas, nous, en guerre, on n'est pas, tu vois, dans un dos au mur, dans certaines circonstances qui nous obligeraient à être dans la survie. On a le temps de réfléchir, on a le temps de faire des podcasts, on a le temps de se poser des questions. Dans les grandes lignes, ce serait quoi pour toi aujourd'hui les enjeux ? Franchement, il y a une chose, mais qui m'obsède non seulement au quotidien, mais même dans mon travail, aussi bien en philo que dans les écoles, c'est la question vraiment du collectif et de la coopération. C'est-à-dire que, en fait, ce que je trouve compliqué dans notre génération, c'est que tant mieux, on a beaucoup construit l'individu.
Ouais. On se tourne beaucoup vers l'individu, vers... on entend être soi-même, le bien-être, voilà... S'aimer soi-même. S'aimer soi-même, ok. Et c'est merveilleux. Et vraiment, tant mieux. Et je pense que c'est un travail nécessaire. Maintenant, il va y avoir un travail de réajustement. Parce que les défis que nous avons, qu'ils soient écologiques, qu'ils soient économiques, dans peut-être d'autres manières de travailler, qu'ils soient de réinventer la famille, réinventer le couple, on va avoir besoin de penser, non seulement de penser autrui, alors directement, deux personnes, mais de penser l'altérité en général et encore plus de penser la coopération. Et en fait, c'est là où je suis parfois un tout petit peu effrayée, parce que penser la coopération, ça veut dire être capable de poser un langage, déjà être capable de faire preuve de nuance. Parce que le problème, c'est que c'est compliqué de coopérer si on n'est pas dans la nuance, parce que si on dit juste, on n'est pas d'accord, c'est super. C'est super, on va pas aller très loin. Ouais. Donc déjà, essayer de nuancer, et ensuite essayer de construire aussi un langage commun. Et en fait, ce que je trouve un tout petit peu... Après, moi, je suis vraiment spécialisée en philosophie du langage, donc c'est peut-être ça qui me touche. Une des questions que je me posais le plus enfant, mais qui, au fond, est encore ma question, c'est quand je dis chaise, comment ça se fait que... quel type de chaise on voit en tête ? Pourquoi toi, tu as une autre idée de la chaise que moi ? Sans doute que les auditeurs, quand je dis le mot chaise, imaginent des chaises très différentes dans leur tête. Et la question, ça va être capable de verbaliser quelle chaise je vois et de ne pas penser que ma chaise est la chaise universelle, mais d'être capable de l'expliquer à l'autre, d'être capable de travailler autour de alors tu vois, moi je l'imagine en bois, etc. Et d'être capable en fait de se mettre d'accord sur du langage. Parce que le langage va être notre outil pour justement élaborer de nouveaux systèmes. Et le souci, c'est qu'on voit dans des réactions épidermiques, dans des moments, que ce soit le coronavirus, les Césars ou autres, où tout d'un coup, en fait, on est juste dans la réaction et on n'est pas du tout dans une mise en commun de « Attends, quand j'emploie ce terme-là, voilà ce que ça signifie pour moi. Est-ce que pour toi, ça signifie la même chose ?» Et ainsi de suite, en fait. Et je crois que notre défi, ça va être d'essayer d'ajuster un individualisme nécessaire à juste, mais c'est quand même trop bien d'être ensemble, aussi. Et c'est trop bien d'être ensemble aussi dans notre étrangeté et aussi dans notre altérité. C'est trop bien d'être ensemble parce que l'autre est totalement autre. Et pas vouloir une ressemblance et pas vouloir uniquement être dans un effet de miroir, en fait. Parce que c'est encore une manière de se retrouver soi-même, etc. Être juste, non, t'es hyper différent. Grosso modo, je comprends pas ce que tu dis. Mais par contre, on peut quand même être dans la même pièce et autour de la même table et essayer de faire un truc cool ensemble. C'est là où, pour moi, c'est une urgence absolue. J'ai des élèves qui, aujourd'hui, et c'est hyper intéressant parce que j'adore être en lien avec des ados pour ça. Pour la première fois, ça fait une dizaine d'années que j'enseigne. Pour la première fois, j'ai les ados garçons d'un côté et les ados filles de l'autre dans ma classe. C'est-à-dire que naturellement, parce qu'ils se positionnent où ils veulent. D'accord. Et donc, j'ai les garçons d'un côté, les filles de l'autre, Ils ont 16 ans. Et je demande l'autre jour je demande à certains, mais pourquoi tu te mets pas à côté alors que tu as toujours été à côté d'Amandine, qu'est-ce qui se passe ? Et il me dit, non, mais je voudrais pas qu'elle le prenne mal si je me mets à côté d'elle. Et là, je me dis, la vache. Oh là là Attendez. Est-ce qu'elle a consenti à ce que tu te mettes là ? Voilà. Attendez 3 secondes. Là, il va falloir que nous... la génération un tout petit peu avant, on fasse un gros travail parce que ça veut dire que nos signaux sont pas hyper clairs non plus, parce que si c'est la finalité, c'est juste que des ados de 16 ans puissent pas juste suivre un cours de philo côte à côte, ou putain c'est que voilà, c'est qu'il y a encore quelque chose à digérer en fait, et à laisser infuser et à rendre pédagogique, Donc voilà, attention, faut quand même se rappeler que le collectif, c'est bien. Tu me parlais justement de réaction, tu me parlais de ces élèves-là qui se rangent entre garçons et filles. Le garçon, par peur de déranger ou je sais pas, d'être dans l'espace vital de cette Amandine, par exemple. Justement, de quoi ont peur qu'est-ce que tu observes des peurs justement actuelles des enfants, en tout cas que tu as en classe, et de ces ados? Ils ont peur de quoi quand ils disent ça? Je veux pas déranger, je veux pas... En fait, je pense, et c'est marrant, c'est très très intriguant,
Je pense qu'ils ont une peur terrible du conflit. En fait, tu sais, au quotidien, je me dis ça tout le temps. Je me dis, on a dû beaucoup les éprouver dans plein de sphères différentes, ce qui fait qu'ils ont une envie en permanence d'être complètement bisounours, quoi. Donc, c'est une espèce un besoin vital de douceur. Pour beaucoup, ils sont issus de familles divorcées, avec des gardes partagées plus ou moins simples, plus ou moins fluides, plus ou moins partagées, plus ou moins heureuses. Ouais. Ils sont terrorisés par l'écologie. Pendant les événements en Australie, pendant les feux en Australie, mais t'as même pas idée. C'est-à-dire que ils étaient pétrifiés. Mais totalement pétrifiés. C'est-à-dire mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais comment on va faire? Donc, ils ont très peur, en fait, du monde à venir. Ils sont terrorisés par le bac quand ils doivent choisir leur parcours sur Parcoursup. On leur propose de faire 48 choix possibles. Oh la vache. En fait, c'est angoissant le choix finalement. Je sais pas. 48, et puis tu sais, je sais pas si toi tu avais à 16 ou 17 ans, tu vois, la perspective de... Tout en leur disant en plus, fais 48 choix, mais de toute façon les carrières n'existent plus, puisque tu ne feras plus le même métier. Ok, mais alors pourquoi mettre quelque chose de si solennel dans mon choix, puisque de toute façon, c'est mouvant. Le couple, on annonce partout la fin de l'amour. Passe pas. N'y crois plus. C'est la fin de l'amour. C'est vraiment, il faut vraiment que je sorte mon bouquin. C'est vraiment pas possible, c'est fini. La fin Donc, du couple, du coup. Ils sont toujours dans quelque chose, en fait, extrêmement dur, conflictuel. Les news, non, il n'y a que des fake news. Enfin, on leur rabâche quand même beaucoup de choses très négatives. Et du coup, il y a une espèce de mouvement de « Non, moi, je veux que de la douceur, je veux que de la fluidité. » Ils sont très mignons. Et en fait, c'est étonnant parce que moi, très souvent, beaucoup de gens me décrivent les ados dans le cliché de l'ado, quoi. Compliqué. Il est compliqué. Il est... Alors... Ok, mais je pense que déjà, il est toujours moins compliqué que les adultes. Déjà. Ils sont pas finis. Voilà. Vraiment. Et surtout, je pense qu'il y a ce désir, en fait, d'être un peu dans l'apaisement, un peu dans la sérénité, un peu dans la joie. Je sais pas si on leur donne une image très joyeuse du monde des adultes. Donc pareil, on dit beaucoup qu'ils se réfugient dans un monde virtuel, dans des réseaux sociaux, mais en même temps, quelle image on leur donne ? On n'est pas toujours... c'est difficile d'aller chercher de l'élan et d'aller chercher de l'entrain quand on t'explique tout ça. Donc il y a vraiment cette peur, voilà, de devoir encore traverser des batailles sans se sentir en plus outillé pour les traverser. Parce que c'est là aussi, c'est pas le tout. En fait, il y a une espèce de paradoxe total entre, encore une fois, et je suis pas obsédée par mais notre système scolaire est problématique. Ils vont avoir des défis. On est en train de les préparer pour un monde dont on ignore tout. Donc, mais des questions stupides, même sur les téléphones portables. Quand on me dit, ah non, il faut les interdire, il faut qu'ils les mettent dans un panier au début des cours. Mais j'engage les adultes qui nous écoutent à mettre leur téléphone portable dans un panier. Non, c'est notre outil de travail. Donc, pareil, apprenons-leur plutôt à en faire quelque chose d'intéressant. Et en fait, pour tout, c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire... le monde est effectivement, on est face à des défis dont on ignore complètement la teneur. Et en ce moment, avec justement tout ce on est en train de traverser, ça devient encore plus présent. Essayons juste de leur donner des 2-3 outils pour qu'ils se sentent alignés, qu'ils puissent faire face et qu'ils puissent devenir autonomes par rapport à ça. Donc effectivement, c'est pour ça que je crois beaucoup à intégrer de la philo, intégrer des outils de gestion émotionnelle, comment j'exprime les choses, être un peu plus des outils aussi sur des choses plus pragmatiques, mais d'apprentissage du numérique, qu'est-ce que j'en fais, en quoi c'est un outil, etc. Donc tout ça serait sans doute un peu plus les solidifier et les ancrer, en fait, et leur dire, ok, tout fait peur, mais en même temps, c'est génial de le traverser, quoi. Je te partage une question que je me pose en ce moment, du coup, sur ce grand mouvement où, effectivement, on prépare ces jeunes ados, enfants, à un monde dont on ignore la suite. Et même
je trouve que son fonctionnement est remis en question aujourd'hui. Sur quoi on peut s'appuyer aujourd'hui, justement ? Sur quoi parce que tu vois, il y a une époque où, évidemment, on pouvait s'appuyer... la civilisation s'appuyait sur des dieux, sur la religion. On ne peut plus s'appuyer, tu disais, sur l'amour ou sur le couple. On a peur du conflit. Sur quoi on peut s'appuyer ? Oui, c'est une très très bonne question. Parce qu'en fait, on est sorti de tout ce qui nous structurait. Ouais. Et c'est ça qui est très difficile. C'est qu'on est arrivé au bout de toutes les idéologies, en fait. C'est ça. Et on est dans une nostalgie terrible de l'absolu. Et il n'y a tellement pas d'absolu qu'effectivement, c'est un repli sur soi et qui est plus ou moins problématique selon les individus. Alors moi, à la différence sans doute d'autres approches, moi je crois encore beaucoup à l'amour. Et je crois beaucoup que l'amour est un absolu. Alors là où je crois qu'il y a une confusion, c'est qu'en fait, il y a plein de formes d'amour. Il y a plein de modalités d'amour. Il y a l'amour, évidemment, éros, le désir. Alors ça aussi, réhabilitons-le. Le désir, il est aussi hyper positif. Il n'est pas que... il n'est pas qu'abus de l'autre et il n'est pas uniquement désir de possession. Il est aussi très beau parce qu'il est désir du vivant. Il y a l'amour familial. Et par familial, c'est pas uniquement la cellule familiale. C'est ceux qu'on reconnaît comme la famille, en fait. Il y a l'amour filia, c'est-à-dire ces gens comme ça qu'on va croiser et on va avoir une espèce de communauté de pensée avec eux. Il y a l'amour universel, ce truc où parfois on se dit oh, c'est dingue, qu'on peut ressentir, je sais pas, dans un concert ou dans un match de foot. Ouais. Ce truc tout d'un coup de waouh, c'est trop beau en fait. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est incroyable comme sentiment. Je crois qu'il y a plein de variations de l'amour et je crois honnêtement, et évidemment l'amour de soi aussi, qui est infiniment important, mais je crois qu'en tout cas l'amour est la seule peut-être est la seule notion et le seul absolu qui nous permet d'être dans un dépassement de nous-mêmes, mais un dépassement qui n'a pas une trahison de nous-mêmes, qui est juste cette envie justement d'y croire, de construire, d'avancer, de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, de changer nos fonctionnements, de prendre les autres par la main, de se dire ok, on y va, on y croit, on va faire quelque chose. Donc surtout, j'ai envie vraiment, moi en tout cas, de transmettre ça aux enfants que je vois ou aux ados que je côtoie, de leur dire ok, les modalités sont à changer. Mais encore une fois, elles sont à changer et en même temps, tu peux aussi espérer rester en couple. Si ça se trouve, voilà, tu peux aussi espérer de rester en couple des années et peut-être que ce sera super. Voilà, il y a 1000 choses. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a 1000 chemins possibles. Effectivement, il n'y a pas juste un parcours. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a des choix et qui demandent de toujours les réinterroger. Mais bien sûr que non, l'amour n'a pas disparu, quoi. Et au contraire, c'est peut-être ce qui va sans doute nous sauver. Parce que c'est sans doute... Et je crois beaucoup, j'adore l'image de Platon qui dit, mais finalement... L'éros, c'est ce qui nous amène, l'amour, c'est ce qui nous amène vers la plus haute, vers le ciel des idées. Parce que c'est déjà aimer un corps, puis aimer une âme, puis aimer tous les corps, puis aimer toutes les âmes, puis aller rejoindre en fait l'idée, vraiment le ciel des idées avec ce qu'est une sorte d'amour universel et détaché en fait de tout le reste, quoi. Donc au contraire, c'est une bonne... c'est pas l'amour en tant qu'émotion simple, quoi. Non, bien sûr. Ouais. Y avait un post que tu avais fait avec notre chère équipe de France de 98. Tu vas parler de collectif aussi, et c'est évidemment une valeur que je nourris aussi au quotidien. Dernièrement, c'est quoi pour toi les grandes victoires collectives qui ont été de l'ordre de cette fédération pendant une Coupe du Monde, quoi, tu vois. Enfin, ça reste nos derniers mythes, en fait, finalement, nos derniers héros, quoi. C'est ceux qui gagnent la Coupe du Monde, quoi. Complètement. Et c'est ça qui nous manque, en fait. Je crois que l'autre jour, une copine me disait mais c'est tellement morose. Et en fait, effectivement, je lui disais il y a quelque chose de morose, alors même que dans plein de domaines, on avance. Mais en fait, on n'a pas ce grand moment.
L'avantage alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que l'avantage du sport, c'est qu'il y a cette ouverture sociologique, quoi. C'est ça qui est hyper bouleversant, c'est qu'il y a ce côté où... Il y a tout le monde, quoi. Tout le monde, quel que soit, on s'en fout d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, oui, tu regardes pas le foot toute l'année, mais tu là, vois, à ce moment-là... Il y a ce moment. Et en fait, il y a ce soir de fête quoi, qui nous manque. Et je crois que l'amorosité, elle n'est pas, elle n'est pas à l'échelle ni individuelle, ni de communauté, ni même quand on prend l'évolution, ça c'est toujours intéressant, quand on prend l'évolution de la violence, quand on prend les évolutions scientifiques, quand on prend les évolutions salariales. En fait, il y a quand même des très bonnes nouvelles. Hein. Ouais. Enfin, en fait, il y a plein de trucs qui vont bien. Simplement, qu'est-ce qui nous donne cette impression d'être un peu genre, oh là là, c'est nul. C'est pas que le climat. C'est aussi l'idée qu'on n'a pas ça. Ouais. Et on n'a pas ça. Et en fait, aujourd'hui, encore d'une manière encore plus difficile, on a ces grands moments d'unité. En tout cas, j'ai eu cette sensation-là l'autre jour, ça m'est apparu. Les derniers grands moments d'unité qu'on a eus, c'est pour des événements tragiques. Ouais. Nous, on a à peu près le même âge, toi et moi. C'est le Bataclan, c'est Charlie Hebdo, c'est le 11 septembre. Ouais. En fait, ces moments où tu sais, t'as juste envie de prendre les autres dans tes bras et te dire waouh, t'existes, c'est trop beau, et de prendre des inconnus dans le métro, ça va, t'es sûr, ça va. Cet élan en fait qui t'envahit totalement, qui est absolument bouleversant. Ouais. On les a eus dans des événements extrêmement difficiles à traverser. Donc c'est là où sans doute il va falloir qu'on trouve. Ouais, parce que c'est vrai que la Coupe du Monde. Surtout dans le foot comme ça, finalement c'est un grand rituel commun, collectif. Bien sûr. Tout est ritualisé, tu portes le maillot, il y a des chants, tu vois, il y a du rythme. Ouais. Mais là tu touches à un point essentiel, tu viens de dire un mot essentiel, c'est le mot rituel. Ouais. Bon, voilà, moi je pense que c'est un de nos gros soucis. Quand je disais le collectif, le rituel permet en fait cette intégration justement collective. Les rituels de passage à l'âge adulte, ils servent à t'intégrer dans la communauté, à te reconnaître en tant qu'individu, mais au sein d'un groupe. Tous les films américains qui montrent dans les collèges aux États-Unis la cérémonie ou le bal de promo ou le lancer de chapeau, c'est hyper kitsch, mais ça permet de marquer la fin de quelque chose. Nous, le problème, c'est que des rituels, on n'en a pas des masses. Ah ouais, moi, le bac, c'était anecdotique. Quoi. C'était genre, tu vas chercher ta note, pour peu que ce soit pas trop une surprise, parce que ça allait plutôt pas mal, super, voilà. Y en a peu, en fait. Il n'y a plus de service militaire ? Non, bien sûr. C'était aussi pour les hommes, en complètement. Tout cas, aujourd'hui, mariage, tout le monde se marie pas. Le mariage, en plus, est tellement... effectivement, un mariage sur 2 se termine par un divorce, donc t'as un peu plus de mal à y mettre. Cette croyance-là. Donc, c'est très compliqué, en fait, de ne pas avoir de rituel. Et effectivement, le sport, en tout cas, des événements comme la Coupe du Monde pouvaient en être. Donc j'espère que on va retrouver. Il y a des rituels d'ailleurs dans la philosophie, enfin chez les philosophes, est-ce qu'il y a des pratiques pour se mettre dans un état de philosophie ou pas, ou alors est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie du quotidien qu'on fait naturellement évidemment, mais est-ce qu'il y a des rites, des rituels dans la philo ? Alors, ce qu'il y a tout juste de compliqué dans la philo, en tout cas chez les philosophes, c'est quand même très souvent, ils sont assez individualistes. Ils sont un peu enfermés dans leur bureau. Tu vois, c'est quand même des vieux qui sont dans leur bibliothèque. Ils sont un peu enfermés dans leur bureau. Non, par contre, effectivement, moi, une chose qui m'intéresse, c'est les rituels d'écriture. Alors, Kant, par exemple, faisait une balade tous les jours à la même heure. Systématiquement, il n'a jamais changé de ville, il faisait sa même promenade. Non, je crois que ce qui est nécessaire dans la philo, après, moi, j'essaye de mettre une philo vraiment... complètement dans le quotidien et de dire aux gens, mais en fait, tu peux faire de la philo sous ta douche ou en coupant des carottes. Par contre, je crois que le seul rituel à avoir, c'est de se dire même si c'est 3 minutes, on entre en philosophie. C'est-à-dire, même si c'est 3 minutes, la pensée prend du temps, en fait. Il faut réussir, je t'en parlais tout à l'heure, il faut réussir à s'extraire. En fait, tu peux pas faire de la philo si t'es en plein rush, en train de te dire « Ah, attends, mince, est-ce que j'ai répondu à machin ?» Tu peux pas. Et c'est pas parce que t'es pas compétent, c'est juste que l'analyse,
ne peut pas être sur le coup de juste une réaction. Et là aussi, on est dans une société qui s'accélère. Et c'est fou. Et d'ailleurs, j'écrivais hier à une amie que peut-être que cette histoire de coronavirus nous force à ralentir, en fait, à se rendre compte que, bah ouais, ok, il y a des rendez-vous qu'on va annuler, et puis il y a des choses auxquelles on n'ira pas, et puis bah peut-être que, voilà, c'est pas grave. En tout cas, la philo suppose que on laisse la pensée se tisser en dehors. Voilà, du reste. C'est difficile de faire de la philo devant BFM TV, quoi. Voilà. Mais donc c'est marrant, parce que j'allais te poser la question, c'est difficile de faire de la philo quand on est dans la peur ? Oui, parce que je crois que... Enfin, ou en tout cas, il faut avoir la capacité à la regarder. Ouais. C'est ça qui est dur. C'est le discernement, le complètement. Recul. Et ça, c'est pas toujours évident, parce que quand on a quand on est sous le coup d'être vraiment submergé, c'est difficile de faire de la philo. Et parfois, justement, c'est là où c'est intéressant de passer par des auteurs. Parce que tout d'un coup, lire quelque chose va te permettre de redescendre et à ton tour de te dire est-ce que je suis d'accord, est-ce que je suis pas d'accord. Il ne s'agit pas de lire des auteurs en se disant ok, en étant hyper dogmatique et en disant Spinoza a raison. Mais en fait, passer par un tout petit moment de lecture, mais que ce soit des auteurs d'ailleurs de philo ou autre chose. Et de ce point de vue-là, ce que tu fais sur Instagram en est totalement l'idée. C'est-à-dire tout d'un coup, ok, je redescends, je lis une phrase. Ça me permet déjà de retrouver mes esprits et ensuite, moi, de philosopher. Et ensuite, de me dire, attends, mais est-ce que moi, je l'aurais dit de cette façon-là ? Est-ce que je l'aurais... Donc, le passage par en tout cas, une pensée qui nous permet de nous réaligner. Ouais. C'est aussi ta proposition, du coup, t'es dans... Je connais pas beaucoup de philosophes en même temps, mais il me semble que t'es une des rares à être justement, à avoir un podcast et à être sur Instagram. C'est cette proposition-là, toi ? C'est, prenez 2 secondes pour... Ouais. C'est exactement ça. Ouais. C'était vraiment, en fait, j'ai été un peu frustrée parce que j'ai adoré mes études de philo, mais déjà, c'est des études assez élitistes, très masculines, très pointues. Alors, dans le bon sens du terme, j'aime l'idée d'exigence, mais il y a ce côté d'un monde à part, vraiment. J'ai fait toutes mes études à la Sorbonne avec des profs extraordinaires, mais il y a quand même l'idée un peu d'un monde à part. Et en fait, je trouvais ça hyper frustrant de dire, mais alors, il faut juste faire des études de philo et rendre des dissertes de philo pour en faire. Et je trouvais ça complètement absurde, parce qu'on se rend bien compte que, bah non, en fait, que nous aussi, dans une journée, on pense au désir, à la liberté, à tout ça. Et donc, en fait, utiliser Instagram et faire un peu redescendre la philo de son piédestal, c'était pas la trahir, c'était pas la travestir, c'était juste dire, mais en fait, on est tous philosophes. Non, on n'est pas tous experts en philo, on n'est pas tous historiens de la philo, on n'est pas tous auteurs de philo. Mais si tant est qu'on accepte de faire ce petit mouvement de recul et d'analyser, on l'est tous. Et ça peut se faire sur Instagram, ça peut se faire dans un podcast, ça peut se faire en buvant un café avec un copain et en se disant, au lieu de parler de « Ah, t'as vu machin, comment il va ?» en se disant « Mais toi, tu penses quoi de tel ou tel sujet ?» Ça peut se faire avec ses enfants, ça peut se faire en dînant, dans tous les moments, en fait, où on reprend ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire vraiment notre pensée, notre capacité à penser. Et ça, on l'a tous, quel que soit l'âge, et quel que soit le milieu, les études, peu importe, on a tous une capacité à penser. Et c'est souvent, d'ailleurs, en ce moment, je lisais un truc sur la philosophie en prison, des cours de philo en prison, et en fait c'est extraordinaire parce que justement comme ça d'un moment singulier de l'existence et qui te force de fait à être extrait du monde, c'est un moment en fait formidable pour confronter ses réflexions. Donc voilà, on peut tous utiliser cette capacité à penser. Okay. Pour finir, est-ce que tu as des peurs à balancer ? Je pouvais pas passer à côté. Alors, moi, j'en ai quand même un bon paquet, mais la plus importante est une peur dont on a déjà parlé ensemble. Et je suis pas philosophe pour rien, mais bouclé. Moi, j'ai une peur infinie de la mort. Alors,
très honnêtement, je ne pense jamais à la mienne. C'est pour ça qu'Épicure ne m'intéresse pas du tout, parce que moi je dis ok, j'étais pas là avant, je serai pas là après, soit. C'est de la souffrance, soit, ok. C'est pas du tout ça. C'est vraiment la perspective, mais en fait c'est vraiment en lien avec ce qu'on s'est dit au début. C'est la mort de ceux que j'aime, des gens que j'aime. Qu'un jour dans notre vie, on soit obligé de mettre les gens qu'on aime dans un cercueil. C'est quelque chose qui non seulement me paralyse, mais presque, alors certes obsessionnel parce que j'y pense beaucoup, mais me paraît pour le coup presque absurde. Genre, mais en fait, comment on peut vivre ça? Comment on peut supporter ça? Et du coup, l'idée, elle est non seulement c'est de la peur, mais c'est aussi la peur d'être émotionnellement terrassé. C'est ce qu'il va y avoir derrière. C'est ce qu'il va y avoir derrière. C'est-à-dire est-ce que je vais pas m'arrêter de chagrin, quoi, mourir de chagrin. C'est ça, en fait. C'est vraiment cette perspective-là. Et en fait, c'est une peur particulière, parce que honnêtement, dans le reste de la vie, du coup, j'évalue un peu tout par rapport à cette peur-là. C'est-à-dire qu'elle est tellement forte, elle est tellement puissante que le reste, j'ai un petit côté genre, bon, ça va. Il y a moyen de moyenner, quoi. Toujours, il y a moyen de s'en sortir. Je suis phobique de rien, je peux me lancer des défis. Parce que ça, par contre, j'arrive pas à... Et par définition, en fait, ce n'est pas raisonnable. Et donc, oui, ça dépasse la pensée. Ça dépasse totalement la pensée. Et de fait, à moins qu'il m'arrive un accident avant, de fait, je vais enterrer mes parents. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à essayer de le voir autrement, il n'y a pas à changer de prisme. Alors, bien entendu, en fait, non seulement ça arrive à beaucoup d'entre nous, et sans doute que, bien entendu, que j'ai la conscience que je vais totalement survivre. Mais c'est quand même un drôle de truc dans la vie de perdre les gens qu'on aime. Et il y a quelque chose d'inconsolable. C'est-à-dire que vraiment, bien entendu qu'en fait, je sais, et là, pour le coup, j'intellectualise le fait que ça aussi, ça apporte des choses. Ça aussi, ça fait comprendre des choses. Et que d'ailleurs, c'est pas parce que les gens meurent qu'ils sont plus présents, et qu'il y a une continuité dans la mémoire, et tout ça, j'entends bien. Mais j'en ai rien à foutre, parce que franchement, je vais être dévastée quand ils seront plus là. Voilà, oui, c'est ça. Et donc, du coup, ce que tu fais au quotidien, finalement, pour traverser cette peur, c'est de te dire ça, de te dire, voilà, c'est ça, quoi. C'est exactement. En fait, c'est rien d'autre que ça. Il y a une sorte de renoncement à chercher une solution anti... Totalement. Exactement. C'est vraiment ça, c'est la regarder. Voilà, je la regarde en tant que telle. Parfois, selon mon état, c'est des grandes crises de sanglots que j'accueille, parce qu'en fait, je peux pas faire autrement. Et en parallèle, c'est peut-être cette hyper conscience de la perte et de la mort qui me donne aussi cette foi inouïe en l'amour, quoi. Parce que mes deux seules perspectives, c'est non seulement regarder et d'accepter, et l'autre, c'est d'aimer très 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 fort en attendant. L'amour, c'est ce qui nous reste finalement. Voilà, c'est ce qui nous reste. C'est un antidote, quoi. Complètement. Ok, merci Marie. Merci à toi. À bientôt.